Merci et bienvenue à ce nouveau numéro du Tribunal de l'actualité. Merci à vous de nous recevoir en direct et en simultané à travers les médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, c'est une émission d'analyse et de décryptage. Nous allons ensemble poser un regard critique sur l'actualité et cela va se faire avec les juges au siège. Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Ouvert le 11 octobre dernier, le procès Thomas Sankara a été renvoyé au 25 du mois sur demande des avocats de la défense. Présence de Mariam Sankara à l'ouverture du procès et absence à la barre de 2 des 14 accusés. Voici résumé le premier jour du procès du père de la Révolution burkinabé. Une actualité enrôlée pour la présente convocation. Les juges au siège vont également porter leur regard sur les altercations survenues entre militaires de la garnison de la ville de Pau et la population civile. Les faits datent du 10 octobre dernier. La hiérarchie militaire promet des enquêtes pour situer les responsabilités. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les deux sujets enrôlés pour cette convocation. Je suis Adam Scalet Ouedraogo. Nous allons justement avoir le regard des juges et ça se fera après cette première virgule, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette convocation? Merci, Président. Ce qui a retenu mon attention, c'est la prise de commandement du général Gilbert Ouedraogo, donc qui remplace le général Moïse Minungu. Donc, dans un climat de lutte contre le terrorisme, et ces derniers temps d'ailleurs, les attaques se sont accentuées. Donc, c'est dans ce climat-là, effectivement, qu'il arrive. C'est vrai qu'entre Moïse Minungu et certains des officiers supérieurs ou certains commandants, ce n'était pas aussi évident. À un moment donné, la communication était devenue très difficile. Donc, ce qu'il y a l'enjeu, c'est de rétablir cette communication. Il a aussi parlé de réorganisation. Donc, on pourrait également s'attendre à ce qu'il y ait d'autres, comme on appelle ça, du sang neuf dans le commandement. Parce que ça ne se limite pas au niveau de l'état-major et aux différents états-majors, l'armée de l'air, l'armée des terres ou de la gendarmerie nationale. Il y a les commandants des unités, il y a les chefs de corps et tout et tout. Donc, quand il parle de l'organisation, j'ai dit peut-être qu'on pourrait s'attendre aussi à, comment on appelle ça, à ce niveau d'organisation. Mais quoi qu'il en soit, réorganisation ou pas, ce que les Burkinabés attendent, c'est des résultats concrets, c'est des soldats qui arrivent à anticiper. Et là, il faut dire que, par moment, effectivement, il y a de l'anticipation qu'il faut saluer. Je dis bien, c'est beaucoup de courage à lui. Et puis, ce que les Burkinabés attendent, comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus de résultats. Parce que on voit également qu'au niveau du sud, donc dans la zone de Banfora et Mangodara, pour ne pas citer ces localités, la frontière Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mouvements également. Dans la zone de Gawa, il y a beaucoup de mouvements. Donc, c'est-à-dire qu'il vient un moment donné où il y a un enjeu majeur par rapport à la lutte contre le terrorisme. Dans un contexte également où le Mali dit vouloir changer effectivement de partenaire, dans un contexte également où entre Paris et Bamako, c'est très tendu. Donc, le Niger, on sent que le Niger a fait carrément le choix de la France, ça se sent dans les propos, ça se sent dans ceci ou cela. Entre le Mali et la France, ça ne va pas. Et bon, nous sommes également à côté, on regarde. Alors que les trois pays ont la responsabilité et devraient parler, avoir le même regard, parler d'une même voix par rapport, comme on appelle ça, à cette affaire de lutte contre le terrorisme. 1, dans le choix des partenaires. 2, dans la collaboration. Mais si déjà, là, il y a un problème, il y a des divergences où Bamako parfois est obligé de rappeler à l'ordre, de s'indigner face aux propos du président nigérien, ensuite face aux propos du ministre des Affaires étrangères également nigérien, alors que dans ce contexte-là, on devrait pouvoir s'entendre. Donc, ce n'est pas aussi évident. Donc, il y a ce climat-là national et aussi avec les voisins qu'on doit travailler aussi à assainir pour qu'on puisse gagner cette guerre parce que c'est pas aussi évident et diviser, c'est pas aussi évident. Donc, beaucoup de courage au général Gilbert et à l'ensemble de tous ceux qui l'accompagnent. Merci, juge Bougma. Juge Vaha. Oui, c'est bien. La journée d'hier, c'est la prise de commandement du général Gilbert Ouedraogo qui a vraiment marqué toutes les attentions avec cette cérémonie. Mais moi, au plus profond, c'est plutôt son discours et qui
dans ma tête, retentit et me rappelle aussi des engagements qui avaient été pris juste après Solane par le président du Faso. On a l'impression qu'on entend l'onde de choc de ce discours-là. Et quand le président disait qu'il allait réorganiser les choses, il allait revoir de façon structurelle l'offre qui devrait être faite, aujourd'hui, c'est le général qui dit qu'il nous faut peaufiner et accélérer la mutation des forces armées nationales en les réorganisant sur le plan structurel et territorial pour les rendre plus réactives, opérationnelles, convaincus que la réorganisation est l'une des conditions impératives de succès dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de recalibrer la stratégie sur le terrain, de recalibrer l'offre qu'on avait. Et ça, c'était une demande forte à un moment donné, au regard de l'insuccès qu'il y avait, au regard du caractère non probant des résultats qu'il y avait. Et je vais dire qu'on attend souvent, quelquefois dans le vif, que des choses soient tranchées, mais quelquefois ça prend aussi du temps. Et je pense que c'est la réaction du président de façon après la pression qu'il y a eu à un moment donné qui est en train de donner tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et c'est bon que ce ne soit pas que des mots. Et qu'à chaque fois qu'on est à certains niveaux, les changements qui avaient été demandés, que ces personnes-là viennent avec cette feuille de route-là, viennent avec ce calendrier-là et le disent de façon très claire. Maintenant, on attend aussi de voir l'impact que cela aura sur le terrain. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation derrière la caméra qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et la première actualité, justement, qui va faire l'objet de critiques et d'observations de la part des juges ce matin, c'est notamment l'affaire Thomas Sankara et l'audience du jugement du dossier Thomas Sankara et de ses compagnons reprend le 25 octobre 2021 à partir de 9h. Mais en attendant, on retient déjà que le premier jour a été consacré à la désignation des juges assesseurs militaires. Juge Bougma, ça n'a pas été tâche facile parce qu'on a vu des autorécusations à cette première étape-là du jugement. Votre regard par rapport justement à ce qu'on a vu ce premier jour du procès? Bon, ce n'est pas la première fois que ces choses arrivent devant les tribunaux. Maintenant, comme c'est le dossier de Thomas Sankara, c'est suffisamment médiatisé. Sinon, l'on se rappelle que dans l'affaire Safiatou Louper versus le juge, par rapport à ces propos qui avaient été proférés, elle avait récusé d'ailleurs les juges qui étaient présents compte tenu de ce qu'elle avait évoqué comme raison, leur affiliation syndicale, qui avaient effectivement co-signé et dénoncé ces propos, les propos qu'elle avait tenus. Donc, je dis bien, ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres qui s'auto-récusent. On l'avait vu dans le dossier juge Nébier, où le regretté magistrat Nana avait dit je ne peux pas, compte tenu des accointances que j'avais avec le juge Nébier, compte tenu de notre proximité. Et il faisait partie également des juges d'ailleurs qui ont pris le cercueil pour le conduire à sa dernière demeure. Donc il avait évoqué toutes ces raisons pour demander à être dessaisi du dossier. Puisque vous pouvez même demander même à la hiérarchie de vous dessaisir. C'est vrai que lui, ça a été refusé, puisque c'est une demande, ça peut être accepté ou pas. Voilà. Mais sa demande n'avait pas abouti. Bon, mais il n'est plus, c'est vrai. J'ai dit donc, il peut arriver cette auto-récusation. Vous respectez d'ailleurs, vous écrivez pour dire que vous ne pouvez pas. Tout comme les accusés peuvent vous récuser, ou vous-même, je dis bien, en bonne conscience, en toute conscience, disent, bon, compte tenu de certaines affinités ou de certaines réalités, je ne peux pas. Donc, maintenant, comme c'est le dossier Thomas Sankara, c'est médiatisé, ça retient toutes les attentions. Voilà. Sinon, chaque jour devant les tribunaux, il y a ces questions-là, il y a ces choses-là qui viennent. Parce que la question a deux niveaux. Le deuxième niveau, c'est par rapport à l'affaire des juges assesseurs. Nous sommes devant le tribunal militaire et chaque juridiction, chaque tribunal a ses règles de fonctionnement. Ce sont les règles également de fonctionnement de ce tribunal-là. Donc il fallait aussi régler ces questions de forme-là avant de pouvoir aller au fond, parce que en matière de justice, les uns et les autres sont beaucoup plus regardants sur les questions de forme. Parce que c'est clair, l'expression populaire, le fond tient, la forme tient le fond en l'état, et puis bon voilà. Donc, des dossiers d'ailleurs sont rejetés pour vice de forme et tout et tout. Donc, la réalité aussi, elle est là, je dis bien, implacable. C'est un tribunal qui a ses fonctions, qui a sa façon de fonctionner et tout et tout et tout. Donc, on ne peut que s'y conformer. Maintenant, en fonction de ce qu'il y a comme règlement à l'intérieur, c'est de voir qu'est-ce qui est faisable et c'est ce que le tribunal a fait. D'accord. L'autre fait notable, c'est justement l'absence de Blaise Compaoré et de Yassine Kafando à la barre. Pour le premier cité, on ne parlera pas de surprise parce que ses avocats avaient déjà donné le ton à travers un communiqué. Votre regard là-dessus? Oui,
Moi, je dis que c'est un peu ce manque-là qui est pour moi un gros manque. Parce que c'est qu'on a envie de savoir dans tout ce qui est en train de se passer là, c'est qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de nouveau. Parce que c'est, vous savez, toutes ces décennies-là, au fil du temps, on a creusé. On a eu les témoignages de proches, on a eu les témoignages de témoins oculaires, on a eu les témoignages contradictoires. Maintenant, à un moment donné, il faut les confronter. Mais dans la confrontation, il y a une version qui devrait compter aussi. C'est parce que on sait plus ou moins qui a fait quoi. Mais derrière, quels sont ceux qui ont tiré les ficelles, qui a décidé que ça se fasse. Il y a beaucoup d'autres enjeux en fait. Et ça allait être intéressant d'entendre cette part de vérité-là. Du côté de Blaise Compaoré, qui plus est était l'un des plus cross, comme on dit, proche de Sankara. Mais ça va manquer ça. Pour moi, c'est un gros vide, c'est quelque chose qui va vraiment manquer. C'est dommage. Mais quand je dis c'est dommage, c'est à la fois pour peut-être pour le procès, pour la vérité qui devrait lui, pour un certain nombre d'éléments. Mais dommage aussi pour Blaise Compaoré qui, je pense que il a le poids avec l'histoire, pour moi, et pour ce qui s'est passé. À un moment donné, vous devrez avoir envie de parler. Je me dis, ça doit être pesant de vivre toute une vie avec ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle est sa part de vérité? C'est quelque chose qui peut vous ronger de l'intérieur pendant longtemps. Vous savez, parler, c'est aussi une catharsis. Je crois qu'il y avait l'opportunité de dire les choses où il faut à un moment donné. Parce que c'est ça aussi être un homme. Voilà la situation qui s'est passée, voilà ce qui s'est passé. Et pour moi, ça leur construit la vérité, ça leur construit aussi l'homme qui est Blaise Compaoré. Mais bon, c'est une opportunité qui ne saisit pas. C'est un peu dommage. D'accord. Et le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas que ne pas venir. Ce qui est blessant, c'est les sorties, notamment même des avocats de la famille Compaoré, qui sont un peu dans l'injure, dans le dénigrement. C'est tout ce qui fait aussi un peu mal et qui est dommage dans ce qu'on est en train de regarder. C'est-à-dire qu'on ne vient pas au procès, mais on fait son show à côté. Et bon, c'est un peu dommage. D'accord. Quand on parle du dossier Thomas Sankara, c'est une affaire de militaire. Le dossier est devant un tribunal militaire. Quand on parle de militaire, très souvent on parle de code d'honneur. Juge Bougouma, est-ce que vous êtes surpris justement de cette absence, notamment des deux principaux accusés, notamment Yassette Kafando et surtout Blaise Compaoré? Je ne sais même pas comment je vais répondre, parce que nous a dit que le militaire s'assume, le militaire ne fuit pas, et que le militaire est courageux et affronte toujours ce qui se passe et assume ses responsabilités. À travers les différents films qui vantent le treillis, qui vantent le militaire, le combattant, le guerrier, c'est ce que nous avons vu. À travers également ce que nous avons entendu des exploits des hommes de tenue, c'est cela. Donc en même temps, il y a cette surprise-là que, à ce niveau de responsabilité, des gens qui passaient leur temps à dire c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai tiré, c'est moi, effectivement n'arrivent pas à répondre. D'abord, je commence par Yassette Kafando. Nous avions entendu sous la transition, quand il a détalé, nous avions entendu que ce sont des autorités de la transition qui l'avaient aidé effectivement à pouvoir quitter le Burkina. C'était des rumeurs jusqu'à ce que l'ancien Premier ministre, le général Zida lui-même, dise qu'effectivement c'est lui qui a aidé Yassette à pouvoir quitter. Bon. Dans la procédure également, on pensait qu'on aurait pu entendre M. Zida aussi pour qu'il s'explique sur comment est-ce qu'il a aidé un homme de cette trempe-là à fuir la justice. Qu'il vienne expliquer pourquoi il l'a fait. Parce qu'il permet à quelqu'un de ne pas répondre devant la justice. Si on va aller jusqu'au bout de la procédure et si on doit aller jusqu'au bout des choses. Deuxième constat, donc après la fuite de Yassette, ce que nous avions entendu, c'est que monsieur qui était devenu chrétien ou croyant, donc avait endossé l'habit du disciple de Jésus-Christ, à un moment donné voulait parler pour se libérer, pour avoir une bonne conscience, et puis se réconcilier avec lui-même et avec la société, et que c'est des personnes impliquées dans le dossier qui ne voulaient pas, et qui avaient menacé d'attenter à sa vie si jamais il osait aller
il osait déférer à la convocation qui lui avait été adressée, parce qu'il avait été clairement adressé. Et il devait être entendu par le juge. Et donc, monsieur avait manifesté effectivement son intention d'aller et de parler. Et donc, des menaces sont venues, tu ne pars pas là-bas et tu ne parles pas. Si tu t'entêtes, tu vas voir. Et donc, c'est ayant pris la menace au sérieux que celui qui avait été présenté comme un ancien baroudeur, qui a même été député burkinabé, a pris la poudre d'escampette. Donc, pour des raisons sécuritaires. Mais les autres se sont adressés aux juges, ils sont toujours là. Et même, bien, et après ça, certains avaient dit qu'après la transition, les choses se sont calmées et que certains de ceux qui lui en voulaient ont été épinglés dans le dossier du putsch et ont été écroués. Donc, il y avait beaucoup plus de liberté et la menace n'étant plus là, il peut sereinement rentrer et qu'il allait rentrer. Toutes ces choses-là, on a entendu. Jusqu'à présent, rien. Pourquoi est-ce qu'il a fui? Qui l'a aidé? Ça, au moins, on sait, parce que la personne a confessé. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui se passe pour que le soldat... Parce qu'à Ouagadougou, ils sont nombreux qui disent qu'il a dit que c'est lui. Quand on lit comment on appelle ça, le journal Le Courrier confidentiel qui a traité ce dossier-là par séquence à travers plusieurs numéros, et même dans sa dernière livraison, parle de la responsabilité de M. Kafando, donc présenté comme baroudeur et tout, qui a dit, bon, un tel, allons embarquer, et embarquement immédiat, et puis qui a contrôlé les opérations, selon ce que le journal a fait ressortir comme étant inscrit dans le dossier selon les témoignages. Donc c'est une pièce maîtresse du puzzle qui n'est pas là. Pourquoi? Donc ça c'est la grosse interrogation. Donc voilà un baroudeur qui finalement ne viendra pas. En ce qui concerne maintenant le président Blaise Compaoré, le capitaine a préféré effectivement partir. Donc pendant l'insurrection déjà, c'était cette fuite-là. On a vu pendant l'insurrection qui avait fait sourire le président parce que certains se disent qu'il allait se rendre, démissionner, mais il n'allait pas quitter le pays parce qu'il n'est pas un homme à fuir ses responsabilités, il n'est pas un soldat à reculer. Et que même Abidjan, c'était pour ceux qui ont fui, puis finalement se convaincre qu'il est parti, se sont dit que c'était un repli stratégique, tactique, parce qu'il a été présenté comme stratège, c'est tellement qu'il va revenir. Bon, jusqu'à ce que les tractations pour son retour commencent, de comment est-ce qu'on doit l'accueillir en tant qu'ancien président avec tout ce qui va avec et tout. Jusqu'à ce que le mandat soit émis à son encontre. Et puis, effectivement, nous sommes dans cette posture-là. Donc, il n'est pas là. Et jusqu'à ce que le chef de l'État promette 6 mois pour son retour. Nous avions appris que du côté du chef de l'État, par rapport à ses engagements, les lignes ont vraiment bougé. Monsieur aurait tenu parole, c'est ce que nous avons appris. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Maintenant, la réalité aussi, c'est qu'il y a un entourage de Blaise Compaoré qui tient mordicus à ce qu'il ne rentre pas. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, et nombreuses sont ces personnes-là qui sont convaincues que Blaise ne doit pas rentrer, ou pas dans ces conditions. Et qui se disent que quand il va rentrer, c'est juste de l'humiliation, c'est ceci, c'est pas un procès, c'est juste. Donc, d'autres disent d'ailleurs qu'il y a une planification pour attenter à comment on appelle ça, à sa vie. Toutes ces choses-là, on les a entendues et on continue de les entendre, effectivement, à Ouagadougou. Donc, il y a un entourage aussi qui n'est pas facile, qui ne facilite pas les choses depuis Abidjan ou depuis Ouagadougou. Donc, ces réalités-là font également que voilà. Mais je pense qu'il y a aussi la responsabilité d'un homme devant l'histoire qui devrait et tout. Voilà. Donc, et quand il avait pris la nationalité ivoirienne, c'est vrai que de fait, les Ivoiriens par alliance, donc ça ne devrait pas faire jaser. Maintenant, vous avez dirigé un pays pendant 27 ans et c'est quand vous êtes tombé que vous êtes rappelé que vous pouvez avoir cette autre nationalité. Parce qu'il n'avait pas besoin de cette nationalité pour être Abidjan. Il n'a pas besoin de la formaliser. Et pour certains, c'était pour fuir parce que la Côte d'Ivoire n'extradite pas ses citoyens, il est devenu citoyen ivoirien. On l'a entendu, toutes ces choses-là. Mais quand on se rend compte, c'est aussi un Blaise Compaoré qui, par peur, humanisme, on comprend, c'est humain. Donc vous venez devant un tribunal que vous avez créé, entretenu. Quand vous étiez au pouvoir, il y a même des gens qui ont été jugés devant ce même tribunal militaire. Il y a eu le dossier d'Henri Zongo. Après, il y a eu le putsch de Wali. C'est le même tribunal militaire qui a jugé dans les mêmes conditions. Et comment on appelle ça?
Et dans l'affaire David Ouedraogo, votre petit frère est passé en tant que témoin devant les mêmes tribunaux. Mais qu'est-ce qui a changé à telle enseigne qu'on est... Geoffroy a également évoqué cette communication, je dirais, élaborée, entretenue par les conseils de l'ancien président. Et c'est eux d'ailleurs qui ne lui rendent pas service. Et je pense que c'est beaucoup plus ces personnes-là qui ne facilitent pas les choses à Blaise Compaoré. Et je pense bien qu'ils ne rendent pas service. Parce que quand il s'agit d'un procès, on parle d'abord d'un procès. Et vous en prenez au tribunal, on peut comprendre, et à certains avocats, on peut comprendre. Mais quand vous présentez le pays comme chose, je ne sais pas, à la fin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je dis bien parce que ce tribunal militaire existait depuis longtemps et sous le règne, il a existé, il a même jugé des gens et fait exécuter des peines. Certains en prison, certains exécutés même, qui ne sont plus de ce monde. Et c'est de même devant le même tribunal militaire. Présenté, c'est vrai, c'est qualifié de tribunal d'exception, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Même à l'international, il y a des magistrats, surtout civils, qui ne veulent pas aller au-devant là, parce que pour certains postes à l'international, ce n'est pas aussi, comme on appelle ça, aussi évident. Donc, maintenant, quand on entend ces personnes-là parler, c'est de nature à jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas de nature, effectivement, à aller dans le sens où on se dit, voilà également un camp qui est disposé à aller à la réconciliation. En fait, c'est ça aussi. En fonction des discours tenus, c'est vrai que les uns et les autres disent, c'est pas la peine, comme on a engagé le processus de réconciliation, il faut y aller, laisser tomber les dossiers, après on verra par rapport au dédommagement, tout. Mais quand ce discours sort du même camp de Blaise, et après il y a un discours frustrant, pour certains qui ne prennent parti ni pour gauche ni pour droite et qui entendent ces propos, mais naturellement ils se disent, mais finalement, ce camp joue à quel jeu? Parce que ce que les uns et les autres oublient, Blaise a été bénéficiaire direct de la disparition de Thomas Sankara et de ses hommes. Nous étions petits, on a entendu parler qu'il y a eu coup d'État à Ouagadougou, au Burkina. Bon, je ne suis pas né ici. Qu'il y a eu coup d'État. Coup d'État au Burkina. Après, quelques temps après, on entend les parents dire que Thomas Sankara est mort. On était petits, on entendait ces choses-là. Puis le journal annonce tout et tout. On dit, Blaise Compaoré est devenu président. On dit que c'est le numéro 2, puis tout, bénéficiaire direct. Pour nous autres, ce n'est pas de dire que c'est Blaise qui a envoyé, c'est tout. C'est de comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Blaise. Certaines sont fausses. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Nous en avons besoin pour en savoir, pour notre culture personnelle, et puis bon, voilà. Maintenant, il y a des protagonistes qui ont été, comment on appelle ça, frustrés, tout et tout. Et eux aussi, ils ont leur regard à part, qui rongent de rancune aujourd'hui. Il y en a qui sont remplis de haine, de frustration. Il y a aussi des personnes qui portent les séquelles pour avoir dit non à l'assassinat de Thomas Sankara et qui ont été détenus dans des conditions très difficiles, torturés. Demandez à Mousbila Sankara ce qu'il porte comme séquelles. Demandez à Saran Sérémé ce qu'elle porte comme séquelles. Il y en a qui ont fait des mois de détention. Le colonel Pierre Ouedraogo était là. Il dit, j'ai fait 9 mois de détention. Donc ces personnes aussi ont besoin de savoir, M. Compaoré, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Mais ce n'est pas dans une logique de mon point de vue, de haine ou de ceci, non. Pierre Ouedraogo dit, ils ont dépassé ça. Ils sont à un autre niveau. Donc il y a ces choses-là. C'est une nation se construit dans la vérité. Donc il y a ces choses-là qu'on a besoin de savoir. Maintenant, il y en a qui attendent le procès de la Révolution, le procès du Front populaire ou de toute la 4e République. Non. Il s'agit du procès d'hommes qui ont été criblés de balles un matin. Et puis on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Le reste maintenant, ça c'est un dossier. Et puis il y a un bénéficiaire direct que certains disent que c'est un commanditaire, d'autres disent qu'il n'est pas commanditaire. Il est venu sauver une situation parce que le Burkina devait avancer. Il fallait aussi qu'il y ait des dirigeants face à l'histoire. Mais M. Compaoré, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que les jeunes burkinabés entendent de savoir. Maintenant, est-ce que derrière ce procès, il y a un plan d'humiliation, il y a un plan de ceci, il y a un plan de cela? N'oublions pas que ceci ne serait pas arrivé s'il n'y avait pas un 15 octobre. Donc il y a une date de départ. Et même après la disparition de Thomas, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur lui? Sur sa mémoire. Tenter de salir. Des ministres ont dit qu'il faut gommer tout ce qui est rattaché à Sankara. Des gens ont dit ça. Il y a des projets qui portaient son nom, on ne venait pas en entendre parler. Même le rond-point du 2 octobre, certains avaient dit qu'il faut l'enlever. Parce qu'il y avait aussi cette haine-là vis-à-vis de ce qu'il a laissé comme trace et qui faisait de l'homme. On voulait, bon, est-ce qu'on peut gommer ces choses-là? Ça fait partie de notre histoire.
Donc il faut qu'on accepte courageusement, assumer. Donc on a besoin de savoir ces choses-là pour avancer. Mais pas, je ne pense pas dans un esprit d'animosité et puis aujourd'hui qui peut tirer des dividendes politiques de ce procès-là, capitaliser ça et puis rebondir pour se faire élire au niveau de la scène politique. Qui? Personne. D'accord. Alors, juge, autre déception, en tout cas pour la société civile, c'est l'interdiction d'enregistrer ce procès-là pour beaucoup, compte tenu de ce que cela représente, notamment pour la jeune génération. Bernard Bourma a parlé de beaucoup qui sont aujourd'hui, je dirais, adeptes et aiment l'esprit sankariste sans avoir véritablement connu l'homme. C'était une occasion de davantage ancrer ce monsieur-là dans l'histoire en permettant justement que le procès soit enregistré. Votre regard là-dessus? Oui, je pense que tous les arguments n'ont pas manqué pour soutenir qu'on permette au moins pour la mémoire et pour d'autres éléments qu'on puisse avoir cette diffusion-là. Et que, bon, parce que ça intéresse déjà pas seulement les Burkinabés, mais qu'on puisse, pour ceux qui ne peuvent pas être dans la salle, suivre cela. Maintenant, il y a cette réalité-là, mais accepter aussi de le diffuser à ses impacts. Parce que vous regardez, il y a certaines parties qui ont dit, si ça se fait, bon, écoutez, nous, on ne fera pas de témoignage. En fait, il y a eu des blocages. Mais bon, je crois aussi que, bon, ça enlève beaucoup de saveur, en tout cas. Ça, c'est très clair à ce qui est en train de se passer. Ça allait être une bonne leçon pour nous. Parce que vous savez, on est dans une ère aujourd'hui où tout ce qui s'est fait en 4 murs, alors qu'il y a la possibilité de pouvoir le faire savoir en temps réel, donne l'impression de catimini et parce que c'est l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, avec les innovations technologiques qui s'intègrent dans tous les domaines de la vie. On se dit, bon, si vous ne le faites pas, c'est comme s'il y a quelque chose à cacher. Et puis, ça serait un peu triste que ce ne soit que ceux qui aient accès à la salle, qui aient la mémoire des propos qui ont été tenus et des éléments qui ont été donnés. Alors que, je dis encore une fois, il n'y a pas un assassinat au Burkina qui a fait couler autant d'encre, sur lesquels il y a eu autant de témoignages, pour lesquels il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Maintenant, qu'on arrive à un épilogue où tous, parce qu'il y a une 60aine de personnes qui ont été auditionnées, on parle de 20 000 pages de documents qui sont là, il y a des gens qui vont être entendus. Tout ça, on a le Burkinabé, ou même pas le Burkinabé, seulement celui qui est amoureux de Sankara, a envie d'entendre, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que ça s'est passé? Mais pour le savoir, il faudrait entendre la voix de ces personnes-là qui rappellent ces moments, qui rappellent détail par détail quelle a été leur, à un moment donné, quelle a été leur action et apporter leur part de vérité. C'est dommage. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a 1000 raisons, en tout cas, pour argumenter de sorte à ce qu'il y ait eu cette diffusion-là. Mais bon, il y a une décision autre qui a été prise. Maintenant, quand on regarde aussi, toutes les presses, en tout cas, sont cristallisées à Ouagadougou aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a cet intérêt-là. Donc, il y aura, d'une façon ou d'une autre, un genre de relais, mais qui n'aura pas la même saveur. Ça aussi, c'est une réalité. On a manqué quelque chose. C'est ce que je pense dans mon tréfonds. D'accord. Alors, Juge Bougma, c'est vrai, Geoffroy l'a rappelé, la mémoire, sinon l'héritage politique et idéologique de Thomas Sankara n'appartient pas seulement au Burkina Faso. Alors, il a des partisans à travers le monde entier. Est-ce que pour ces derniers-là, on n'aurait pas dû justement médiatiser, sinon accepter l'enregistrement de ce procès-là? Ce n'est même pas pour ces derniers, pour l'histoire du Burkina. On en a besoin. J'ai parlé des séquences publiées par le courrier confidentiel. Moi, je sais lire. J'ai lu. Il y en a qui ne savent pas lire, mais qui peuvent entendre des voix. Il y en a qui disent, bon, ils ne comprennent pas français, oui. Même radiodiffusé ou enregistré, la barrière linguistique peut effectivement, mais ça va faciliter les accès. Les gens peuvent se faire traduire et tout et tout. Et l'audio est beaucoup plus facile aussi avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Mais ça, j'ai dit, parce que c'est une bonne partie de notre mémoire. À partir du 4 août 1983, il y a eu un virage qui a été pris. À partir du 15 octobre, il y a eu un virage qui a été pris. CNR, Front républicain, ODPMT, CDP et tout ce qui va avec. Donc, on a pris effectivement un vrai virage. Donc, pour nous, Burkinabés, pour la mémoire et puis pour les jeunes et pour l'histoire,
c'était important effectivement de pouvoir entendre ces choses-là. Donc, parce qu'il y a une exception qui pouvait effectivement le permettre. Bon. Les uns et les autres disent que ça n'a pas permis. Bon, en tout cas, pour certains, d'autres avaient dit si ça va être comme ça et ils n'ont pas parlé. Bon, parce qu'ils ont peur de quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, voilà. Donc, et effectivement, maintenant, pour ceux de l'extérieur, je suis d'accord avec vous. J'oublie le nom de ce professeur de philosophie, professeur titulaire de philosophie de la Côte d'Ivoire, qui a pratiquement écrit une œuvre sur la seule phrase de Thomas Sankara qui dit « Notre ambition, c'est de pouvoir offrir à chaque Burkinabé 20 litres d'eau et 2 repas par jour. » Ça suffit, cette phrase. Il en a fait un livre. Et à partir de ce qui va être dit. Donc, il y a toute cette documentation-là que des gens ont produit, qui ont pris certains aspects de Thomas Sankara dans la formation même des élèves, que ce soit dans le domaine de comment on appelle ça, du développement, de l'agriculture, tout, et que ce soit même dans le domaine du développement personnel. Sankara est cité, ces exemples sont cités pour caler une vision, pour se fixer des objectifs, pour se donner des moyens, pour se tailler des valeurs. Ces choses-là de Sankara sont exploitées. Donc, il ne nous appartient même plus. Voilà. Donc, et certains, naturellement, on l'aurait tourné vers Ouagadougou. Je lisais sur Facebook le témoignage de Boukari Ouedraogo, le confrère de BBC, qui dit qu'il arrive au Nigeria, il prend un taxi, le chauffeur sait qu'il est venu du Burkina dans les échanges. Quand il est arrivé à l'hôtel, avant de descendre, la question c'est « Why did you kill Sankara ?» Pourquoi est-ce que vous avez tué Sankara? Et lui en veut lui-même. Il dit que son regard traduit le regard de quelqu'un qui lui en veut lui. Alors qu'il dit, bon, je ne comprends pas. Donc en même temps, ça traduit la déception. C'est-à-dire qu'ici, il y a ces personnes-là. Vous dites que vous venez du Burkina Faso. Ah oui, du Thomas Sankara. Donc je dis bien pour l'histoire, on aurait dû, mais bon, on a choisi notre façon de faire. C'est aussi le Burkina qui aime faire les choses dans la discrétion. Il dit, bon, c'est l'humilité. L'humilité, il faut tenir compte aussi des gens. Donc, donc il a choisi, je dis bien, sa façon aussi de régler ses problèmes sans tambour ni trompette. C'est ça aussi le Burkina, culturellement aussi. Donc, je me suis dit que ces choses sont plus en plus moins influencées, comme on appelle ça, cette affaire-là. Sinon, je dis bien, pour ceux qui s'intéressent au dossier Thomas Sankara, à tout ce qui a été dit, aux acteurs qui étaient concernés, je ne crois pas qu'il y ait autre chose sur le dossier que les témoins vont dire à la barre qui ne soit pas sorti. Ça va m'étonner. Ça peut avoir des déballages, des précisions, des surprises ou peut-être des détails qui n'ont pas été dits, mais ça va être très difficile que beaucoup de choses ne soient pas dites. Au début, ceux qui parlaient, c'est le camp pro-Sankara qui parlait, qui accusait des gens, qui donnait des noms qui ont été de la délégation, certains qui contredisent. Mais j'ai dit bien les dernières documentations, les derniers témoignages que j'ai lu des témoignages, le témoignage des gens qui ont fait partie du commando, qui ont dit comment est-ce qu'ils ont été associés à l'attaque, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés, qui citent des noms, qui disent que nous sommes arrivés, voilà ce qu'on a fait ci, on a fait ça. J'ai vu tant qui a été blessé, j'ai vu un tel qui a été blessé, j'ai vu un tel qui a été pris, j'ai vu. Et qui disent qu'il y a un tel même qui était là-bas qui renseignait pour nous. Et ça, c'est le camp du commando. Donc, c'est le camp de ceux qui sont partis attaquer. Donc, on a maintenant deux sons de cloche qui se rejoignent sur la base de ce qui avait été entendu par les pros, parce que, comment on appelle ça, ce que les pros Sankara ont dit. Parce que c'est des gens aussi qui se connaissent, qui se fréquentaient. Sur son enterrement, Yamba Malik Sawargo est revenu longuement là-dessus, sur comment est-ce que les choses se sont faites. Donc, maintenant, c'est quoi est-ce qu'on craint encore d'enregistrer ou de diffuser? Sauf peut-être pour ceux qui n'ont pas encore un certain nombre d'infos. J'ai dit bien, donc, de mon point de vue, voilà. J'ai dit, mais bon, on a choisi de faire les choses vraiment à la Burkinabé. Puis bon, on va prendre ça comme ça. D'accord. Alors, quand on revient sur ce premier jour de procès Thomas Sankara, on ne peut s'empêcher de noter justement la présence de la veuve Sankara à ce procès-là. C'est un fait assez notable qui mérite d'être analysé et signifié. Oui, c'est vrai. Bon, c'était quand même aussi le premier jour attendu de longue date dans le processus de la vérité sur la question de Thomas Sankara. Et c'est normal qu'elle ne puisse pas suivre ça depuis Montpellier. Non, il faudrait qu'elle vienne. Et ça, c'était plein de symboles. La voir dans la salle, c'était vraiment plein de symboles. Il y avait deux grandes images, on va dire comme ça, ce jour-là. C'est Diendéré
flanqué dans son treillis qui était là, et puis il y avait aussi la dame. Et pour ceux qui étaient dans la salle, quand vous regardez, vous dites, et de l'histoire que vous savez, il y a beaucoup de... C'est-à-dire, il y a de l'émotion dans l'air. C'est de ça qu'il s'agit. Et on se met un peu dans la tête et à la place de cette dame, parce que là, ce qui va ressortir au cours de ce procès-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps, dans le détail, petit à petit, les responsabilités des uns et des autres. C'est un moment qui a été très douloureux, où on vous arrache à l'affection, votre mari et tout, et vous avez juste à côté le commando qui est venu et qui l'a fait, et chacun dira sa part. C'est dit, c'est pas simple, c'est pas des choses simples. On n'est pas encore dans le fond, c'est clair, mais c'est pas des choses simples à vivre. Mais elle était là, elle était présente, et pour moi, c'est fort de symbole. Et puis, on a eu aussi, j'ai dit, le cas d'Indéré, qu'on a vu discuter avec certains à côté, qui, comme on le connaît, toujours le droit, comme le militaire, et voilà, qui semble imperturbable, et tout. Ça, c'est des grandes images qu'on a retenues de ce premier jour-là. Et je dis, c'est plein de symboles, et ça nous rappelle aussi que, et c'est ce qui est intéressant dans l'affaire Thomas Sankara, c'est que fort aujourd'hui, ce que vous faites, vous allez répondre de cela d'une façon ou d'une autre. C'est pas forcément après votre mort ou dans l'au-delà que ça va se faire. Il y a une justice, même humaine, qui au fil du temps, pourrait vous demander des comptes. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Quand on écoutait par exemple, l'avocat de la partie Blaise, pour justifier que Blaise ne viendra pas Blaise Compaoré, parmi les éléments qu'il donnait, il parlait de l'immunité de Blaise Compaoré. C'est un article 168.1 de la loi de 2012 qui avait été signé en son temps, dit-il lui-même, par le président actuellement, Roch Kaboré, alors qu'il était à l'Assemblée nationale. Et donc, de ce fait-là, on ne devrait pas le juger. Comme si un texte pourrait vous protéger ad vitam aeternam des actes que vous avez posés, même dans un passé fut-il lointain. Non. Il y a une justice pour tout le monde. Et les actes que vous posez, parce que vous pensez que vous avez tous les pouvoirs, ou bien parce que vous pensez qu'à cet instant-là, c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui avez l'avance, c'est vous qui avez un coup d'avance, vous aurez à répondre de cela et à un moment donné de votre vie. Et ça, c'est une leçon qu'on est en train de tirer dans ce procès. Et c'est pour ça ça allait être pédagogique que tous les Burkinabés puissent entendre et voir ce qui est en train de se passer à l'intérieur et les témoignages qu'il y avait. Parce qu'il y a toute cette leçon, il y a toute cette charge-là qu'on devrait pouvoir communiquer. D'accord. Alors, dernière question pour le juge Bourma pour ce chapitre-là. Alors, assister à un procès où on annonce un grand déballage, pour beaucoup, c'est faire preuve de courage de la part de Mariam Sankara de venir et d'assister à ce procès. Oui, j'ai dit, vous avez parfaitement raison. Ce n'est même pas d'abord la question du déballage. C'est la capacité de supporter certains visages qui côtoyaient votre époux, qui à un moment donné ont rejoint un camp et qui ont vilipendé également encore votre époux. Donc, en fait, c'est ça aussi, cette réalité, parce que parmi les accusés, il y en a qu'elle connaît bien, qui fréquentaient la famille Sankara, qui étaient là chaque matin et tout, et qui après, bon voilà, donc vous découvrez que voilà comment les choses se sont passées, et puis après, c'est pas aussi évident. Donc, ça c'est déjà un effort surhumain qu'elle a pu faire, qui peut contribuer aussi à franchir d'autres étapes, déjà à son niveau, sur le plan humain. Donc, supporter ses regards et certains sourires aux lèvres. J'ai dit humainement, parfois il faut être à des postures pour comprendre comment est-ce qu'on gère certaines douleurs qui sont d'ailleurs muettes. Donc, j'ai dit, c'est déjà un bon pas de sa part. Maintenant, il y a la suite de ce qui va être dit. Est-ce qu'elle va rester tout le temps du procès, ou bien elle est venue juste à l'ouverture, assister à quelques séances et puis repartir? Bon, cette question reste pour le moment sans réponse. Mais, j'ai dit, mais aussi, l'observateur d'ailleurs titre que, donc ça dit que Philippe et Auguste ne viendront plus jamais au Burkina ou quoi. Bon, à peu près quoi. Je paraphrase, parce qu'il y a les enfants.
Philippe et Auguste, elle a préféré les mettre à l'écart en ce qui concerne le dossier et gérer ça elle-même seule. C'est ce que le colonel Pierre Ouedraogo a confessé la dernière fois. Mais bon, il y a des Burkinabés aussi qui attendent de voir ces enfants, où ils sont, comment ils réagissent, quel est leur regard aussi. Parce que la réalité aussi, j'ai dit, c'est des enfants, c'est des Burkinabés qui ont besoin de se réconcilier avec eux-mêmes et avec le Burkina. Donc, qui ne viennent pas. Donc, il y a aussi cette question-là. Parce que dans la question de la réconciliation nationale, il faut également que ces enfants-là soient aussi associés de mon point de vue. Maintenant, je dis bien, comme le colonel dit qu'il a fait le choix de ne pas impliquer les enfants dans cette affaire, bon, on attend de voir, peut-être qu'à l'issue du procès, les lignes aussi vont bouger sur ce front-là, de mon point de vue. Merci, monsieur le juge. La reprise de l'audience de ce procès est attendue pour le 25 octobre prochain, une actualité que nous allons suivre de très près pour les auditeurs et téléspectateurs de Truth TV et Watt FM. Nous allons à présent ouvrir le deuxième sujet, en tout cas retenu pour la présente convocation. On parle de la tension entre militaires et population civile dans la ville de Pau. On a déjà un bilan, on parle d'une trentaine de blessés, dont 2 dans un état assez grave. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 10 au 11 octobre 2021. L'état-major, pour sa part, promet des enquêtes et surtout des sanctions disciplinaires. Juge Vaha, quand on regarde un peu le contexte dans lequel on se trouve, lutte contre le terrorisme, l'armée burkinabé pouvait se passer de cette publicité. Ouais, c'est une mauvaise publicité et puis ça jette le discrédit même sur ces forces-là. Quand à chaque fois on dit, on l'a vu, hein, les défenseurs des droits de l'homme et de certaines valeurs, dire que nos hommes au fond se permettent ceci, se permettent cela. On est tous ensemble, on dit non, écoutez, il faut se dire la vérité. On a des hommes qui sont bien formés et qui savent qu'il y a un code de conduite, il y a un code d'honneur à avoir et tout. Mais lorsqu'on quitte même, on n'est même pas au front. C'est-à-dire, c'est même pas une question de front. On est dans un camp qui est situé dans une ville et qu'on a de pareils comportements, on se demande mais c'est quelle discipline? Et puis qu'est-ce qu'on veut communiquer? Et puis en plus le problème c'est pourquoi il y a ça? Quand vous regardez, vous tombez des nues, des explications qui sont données sur l'origine du problème. On parle d'un problème de mœurs. Un problème de mœurs. Et qui on arrive au point où on sort les cordelettes et puis on fait une descente et on tabasse tout le monde, tous ceux qu'on voit, vieillards, jeunes et autres. Mais je pense qu'il y a un problème. Peut-être que ces messieurs-là, ils ont oublié le contexte dans lequel on est, ou bien je ne sais pas sur quelle planète ils sont, mais dans quelle bulle ils sont. Parce que ça allait avoir des conséquences vraiment fâcheuses. Aujourd'hui, où dans la lutte antiterroriste, on demande une saine collaboration entre ces forces-là, parce que le tout militaire là ne peut pas. Il y a la question du renseignement, mais qui va avec une forte implication des civils. S'il faut nourrir la peur du civil, du militaire chez les civils, on ne peut pas continuer, on ne peut pas fonctionner. Et il y a une bonne intelligence qui devrait y avoir, il y a un respect qui devrait y avoir, et puis on ne devrait même pas arriver à ce genre de comportement et d'écart. On nous parle d'enquête et de responsabilités qui seront fixées, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit des gens sortir et tabasser, même à Ouagadougou on les a vus, mais qu'est-ce qui est arrivé après? Dans l'émotion, on nous sort des phrases habituelles, et puis après, 2 mois, 3 mois, c'est fini. Ces mêmes messieurs-là, ils seront en train de continuer encore leur comportement. Et puis, ça va continuer. Il faut à un moment donné être dû et donner la leçon pour ne pas que ça se répète. Pour moi, ça, c'est très important. Ce qu'on a vu, pour moi, c'est dommage et puis ça c'est pas reluisant pour nos forces. Et puis, c'est à un moment donné où on a un nouveau chef dans l'armée qui est en train de parler de réorganisation, de construction, mais c'est sur quelle valeur? C'est avec ces gens-là et ces comportements-là qu'on a vus. De quelle discipline on va parler? Et puis, je le dis encore, ça j'écoutais au mot à dire, et ce que le monsieur disait est très pertinent. Si pour des histoires de mœurs, en période dans une ville où vous êtes ensemble, vous permettez de bastonner des gens, ça veut dire que les histoires de mœurs là peuvent vous fragiliser au front. Si c'est comme ça, c'est qu'on est mal positionné, ça ne va pas. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est assez grave quand même, c'est assez grave. Il faut une leçon qui soit donnée, une leçon ferme.
Alors, juste Bourma, Geoffroy l'a dit, c'est pas un cas inédit. Des cas similaires avaient été arrêtés par le passé. Quand on parle de la ville de Pau, on parle de ville garnison. Donc, on devait avoir ce qu'on appelle un brassage entre militaires et population civile. Avec ce qui vient de se passer, il faut tirer les leçons et surtout situer les responsabilités. Oui, même à Pau, cela fait partie des sujets tabous. Pour certains, pas tabous pour d'autres. Par rapport à cette difficulté de collaboration entre les militaires de Pau et la population civile. Il y en a qui ne s'en cachent pas, qui supportent difficilement leur présence compte tenu de ces gestes-là. À Pau, il y a même un puits, baptisé puits Thomas Sankara, mais qui était parce que quand il arrivait à un moment donné là-bas où le climat était très tendu entre les populations et les militaires. Donc l'astuce a été de trouver un puits où ils peuvent également venir puiser l'eau ensemble et tout. Et c'est Thomas Sankara qui l'a fait. Jusqu'à présent, le puits demeure pour réconcilier les deux parties. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Deuxième concept, compte tenu les problèmes de mœurs entre les militaires et les populations, c'est très répandu au niveau de Pau. Donc, il y a des enfants parfois non reconnus qui sont à Pau du fait de cette situation, des femmes, certains messieurs, donc des couples aussi qui ont eu des problèmes à cause effectivement des agissements de certains militaires qui sont là-bas. Donc pour certains d'ailleurs, il y en a qui avaient demandé la délocalisation ou bien fermer le camp totalement parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler, compte tenu de cette situation. Donc ça vient également dans ce contexte-là renforcer le sentiment de ces personnes que ces messieurs-là ne sont pas là pour nous et tout, voilà. Donc, que vous partez déclencher une bagarre, vous êtes battu, naturellement, quand vous déclenchez une bagarre qui vous dépasse et vous êtes battu, voilà, c'est fini, vous êtes battu. Maintenant, aller chercher du renfort et puis mettre à l'intérieur des gens qui n'avaient même pas su qu'il y avait eu un problème où vous avez été frappé. Bon, ça pose effectivement un autre problème. Ces messieurs-là, on prendra des sanctions à la hauteur de ce qui a été fait à un certain niveau. Les mêmes Burkinabés vont sortir encore et dire non, c'est un boulot de perdu, c'est celui, il faut faire pardon, il faut comprendre. Mais je pense que ces choses étaient finies, quoi. Après ce qui s'était passé à Ouagadougou, les élèves policiers, après tout ça, on pensait que ces choses étaient révolues. Mais non. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qui vous a pris. Parce que la question que je me pose, quelle est la solidarité que vous exprimez vis-à-vis de vos frères d'armes qui sont au front et qui peut-être aujourd'hui n'ont pas le temps pour penser à ces choses-là? Est-ce que ces soldats-là ont intégré dans la tête qu'au front, on a des frères d'armes qui sont au front actuellement, dont nous devons être solidaires? C'est la question fondamentale. C'est dans ce contexte de terrorisme, même si ce n'est pas dans le contexte de terrorisme, ça ne s'explique même pas. Vous êtes allé seul pour des histoires de mœurs, vous avez été battu, allez-y assumer votre douleur. Il y a combien d'hommes qui sont battus pour des questions de rivalité, maintenant qui partent, comme on appelle ça, gérer leur douleur comme on entend. Et puis une expédition punitive. Et ce qui est à craindre, parce que de ce qu'on a eu comme information, le mari est dans le coma. Alors que, selon les témoignages, ce n'est même pas lui qui a déclenché la bagarre. Mais ce monsieur qui est dans le coma, il faut tout faire pour qu'il sorte du coma. Donc, vous n'avez pas, monsieur n'a pas déclenché la bagarre. Sa seule faute, c'est d'avoir été le mari d'une femme que quelqu'un a tenté de courtiser et que ses frères ont défendu. Non, qu'est-ce qui se passe à la fin? Et vous êtes allé à Pau, pourquoi? Non, donc sincèrement, c'est-à-dire que quand vous essayez de parler, vous ne savez même pas quel mot utiliser. Parce que dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, on est dépassé. Et vous ne faites pas attention, vous glissez dans la passion, quoi. Alors qu'il faut savoir raison garder. Les Burkinabés sont indignés et choqués. Je me demande aujourd'hui comment se trouve la hiérarchie militaire, toute comment on appelle ça, la honte, l'humiliation devant ces choses pour aller demander pardon pour ce qui s'est passé. Je demande même que dans quelle posture vous pouvez aller vous mettre pour commencer déjà à demander pardon. C'est très gênant. Il ne faut pas mettre déjà la hiérarchie, le commandement dans cet inconfort moral. Bon, mais bon, à chaque fois, il y a les expéditions punitives, mais il n'y a pas de sanctions à la hauteur. Ah non, il faut demander, on demande pardon, les blessés sont pris en charge et tout, l'élément a été affecté, et puis on s'arrête là. Parce qu'on a un pays qui est paradoxal.
vous les sanctionnez à la hauteur de l'indignation de ce qui a été fait chose. Et après, les mêmes là vont revenir dire que vous êtes méchants, pourquoi. Donc, on est aussi dans un pays paradoxal. Alors qu'on ne peut pas avancer sans la justice et la vérité. Et à un moment donné, il faut effectivement pouvoir le dire avec courage. Alors, les militaires eux-mêmes le disent, hein, le fondement de l'armée, c'est la discipline. Donc, au regard de ce qui s'est passé à Pau, pour beaucoup, le nouveau CMGA, le chef d'état-major général des armées, a du pain sur la planche. Oui, mais vous savez, c'est ça aussi le problème. C'est quelques indélicats qui jettent le discrédit sur tout le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces jeunes-là qui sont au front. Regardez, quelquefois, quand vous allez sur Facebook, quand on vous partage les images de ceux qui sont tombés, qui ont sauté, il y a une mine qui a sauté. Et regardez, c'est des jeunes, c'est des gamins. C'est ceux-là qui défendent la patrie. Mais vous voyez d'autres éléments qui sont basés à Pau et qui posent des actes pareils. C'est dire que le frère d'armes même qui est de l'autre côté là, c'est dire, et la situation dans laquelle est le Burkina, le contexte dans lequel on est, et sa vocation première, la vocation du militaire qui est de défendre là, je ne sais pas où on la met. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête à un moment donné. Et ça mérite, je le dis avec, je pèse mes mots, ça mérite vraiment qu'il y ait une discipline, il y ait une fermeté face à ce qui s'est passé. Parce que le contexte même ne devrait pas permettre qu'il y ait des agissements pareils. Et laisser ça passer, c'est grave. Et je le dis encore, il ne faudrait pas que les gens se trompent. Partout où on a eu des armées qui sont comme, comment on appelle cela, qui sont un genre de corps étranger, ça ne marche jamais dans l'offre de sécurité. Il faut toujours qu'il y ait cette bonne intelligence-là avec les populations. Maintenant, ce genre d'acte, on ne peut pas les laisser prospérer. Sinon, demain, on va au camp, on explique une situation, on sort ensemble, et puis on s'en va on fait une mission punitive à l'endroit de personnes qui ne sont pas armées, qui n'ont pas les mêmes formations que vous. C'est-à-dire que vous utilisez les moyens et la formation qui vous a été faite pour des objectifs bien précis, pour aller battre des pauvres types. Encore que, quand on regarde au fond de l'histoire, c'est même pas possible qu'on en arrive là. Vraiment, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Il faut de la fermeté. Moi, je dis, très souvent, quand on entend, il y a des phrases qui ressortent là, c'est les mêmes phrases qu'on vient d'avoir. Une enquête, on va fixer des responsabilités. On attend de voir quelle suite sera donnée à cela. Le contexte dans lequel on est ne permet pas que ça se passe et que ça reste comme ça. C'est au moins la leçon à donner ici. Retour sur le premier jour de procès Thomas Sankara et situation de tension dans la ville de Pau compte tenu de l'altercation survenue entre militaires et population civile. C'était les deux sujets enrôlés pour la présente convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à ce jugement. Merci, monsieur le juge, pour les clés de lecture. On se donne rendez-vous pour la même mission demain, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.